Le 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO selon le délai d'1 an accordé par l'instance sous-régionale. Et alors que certains observateurs prédisaient le pire et l'isolement pour l'Alliance des États du Sahel, elle engrange finalement de nombreuses victoires diplomatiques ces dernières semaines et s'attire même la sympathie de certains de ses voisins, Fabrice. Oui, Théophile, autrefois, ONI, l'AES est en train de se démarquer et de progressivement, finalement, relever le défi d'un pacte à la fois de défense mutuelle, mais aussi d'une véritable entente politique et diplomatique. Alors, parmi les dernières percées dont on a eu l'annonce ces derniers jours, il y en a eu deux très importantes. D'abord, la mise en place et la mise en circulation d'un passeport commun à partir de la date que tu évoquais, c'est-à-dire le 29 janvier. C'est le président malien Assimi Goïta qui en a lui-même fait l'annonce dans un communiqué. Je rappelle qu'Assimi Goïta est aussi président en exercice de l'AES. Il précise donc dans ce communiqué que les citoyens des trois pays détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité pourront les faire remplacer par de nouveaux passeports de l'AES. Alors, en plus d'être un symbole fort d'appartenance commune, ce document administratif estampillé AES représente la volonté des trois États d'harmoniser les politiques migratoires et commerciales tout en facilitant la libre circulation des biens et des personnes, comme cela était déjà le cas lorsqu'ils faisaient partie de la CEDEAO. Alors, cette nouvelle est peut-être moins importante à mon sens que l'autre grande nouvelle de la semaine, c'est la création d'une force armée commune pour lutter conjointement contre le terrorisme. Annonce faite initialement par le général Salifou Modi, ministre de la Défense nationale du Niger. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégique pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Alors, pourquoi je pense que cette annonce est plus importante ? Il y a un peu plus de 2 ans, on a vécu le départ de l'armée française et la fin de l'opération Barkhane et plus tard la décomposition du G5 Sahel. C'était, à en croire les pourfendeurs de l'AES, la fin d'une stratégie mutuelle de défense contre les attaques djihadistes. Mais cette nouvelle force conjointe constituée de 5000 hommes signe une nouvelle forme d'harmonisation. Car comment imaginer qu'on puisse sécuriser individuellement ce vaste plateau latérique qu'est la zone des trois frontières, plus de 500 000 km² compris entre Tombouctou et Kidal au nord, Ouagadougou et Niamey au sud. Comment imaginer sécuriser cette zone sans partage de ressources humaines, sans les renseignements et l'expertise militaire? C'est tout ce que peut apporter une force unifiée. Après, disons-le, la réussite de cette force dépendra aussi de la logistique et du financement. Ce à quoi Assimi Goïta a décidé d'apporter une réponse pour le moins ambitieuse, de se doter d'une industrie militaire. Le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation des usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Voilà beaucoup d'ambition dont il faudra néanmoins surveiller l'effectivité. Cette initiative militaire représente en tout cas une étape décisive dans la lutte pour la stabilité et la souveraineté du Sahel, en promouvant une souveraineté renforcée de ces États, donc tout en évitant le plus possible de solliciter une aide étrangère. Cela évitera peut-être ce genre de déclaration. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. C'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et toutes ces annonces finissent par attirer d'autres pays à qui l'on prête même l'intention d'intégrer l'AES.
Tout à fait, Théophile. C'est le cas, par exemple, du Togo. On se souvient que Faure Gnassingbé avait été le médiateur de la CEDEAO auprès du Burkina, du Mali et du Niger, pays avec lesquels il entretient d'ailleurs de bons rapports. Eh bien, dans une déclaration choc à Vox Africa, Robert Doucet, qui est le ministre des Affaires étrangères du Togo, s'est montré plutôt favorable à une future adhésion à l'AES. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. D'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous prendre oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Alors, rien n'est moins sûr. Le Togo peut très bien utiliser l'AES comme un moyen de pression sur la CEDEAO, parce que officiellement, au sein de la CEDEAO, il y a un accent qui est mis sur la démocratie, je dis bien officiellement, et l'État togolais fait parfois l'objet de mise en garde de la part de la Cour de justice régionale pour le traitement qu'il inflige à l'opposition. Donc ce désir de se rapprocher de l'AES peut très bien être interprété comme une manœuvre politique pour obtenir plus de souplesse de la part de la CEDEAO, mais il y a aussi de véritables enjeux économiques dont on connaît l'importance stratégique du port de Lomé pour les échanges commerciaux avec les pays sahéliens enclavés. L'autre pays dont on observe un rapprochement avec l'AES, c'est le Tchad. Oui, le Tchad a aujourd'hui une proximité idéologique certaine avec l'AES pour être allé jusqu'au bout de la démarche d'une rupture militaire avec la France en mettant fin aux accords de défense et de sécurité. C'était en fin novembre dernier. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que le Tchad va intégrer l'AES. Aucun officiel tchadien ne l'a encore évoqué. Mais quelques faisceaux d'indices viennent attester d'un rapprochement. L'année dernière, par exemple, le Tchad ainsi que le Togo, d'ailleurs, avaient participé à des exercices militaires au centre de formation des forces spéciales de Tila, dans l'ouest du Niger. Des manœuvres qui avaient pour but de travailler une tactique commune dans la lutte antiterroriste et de renforcer les liens avec la population, le lien entre populations locales. Donc, il y a déjà une coopération de fait entre les pays et individuellement, les pays de l'AES n'hésitent pas à donner des gages d'ouverture. Ça paraît anecdotique, mais par exemple, le Tchad a été désigné comme pays invité d'honneur de la 29e édition du prochain FESPACO, le festival assez célèbre du cinéma panafricain organisé par le Burkina Faso. Alors, on doit dire tout de même qu'il reste quand même aujourd'hui des écueils et même des échecs qui ne jouent pas en faveur de l'AES. Tout à fait. Après le retrait de la CEDEAO, il subsiste encore le tabou de la rupture avec l'UEMOA. Et pourquoi ce tabou? Eh bien, parce que ce retrait de l'UEMOA poserait aussi la question de la sortie du franc CFA. Or, le projet de monnaie commune entre les pays de l'AES stagne pour l'instant. Ça fait bientôt 1 an que le général Tiani, le chef du pouvoir nigérien, a fait part du lancement d'une réflexion de l'AES sur la sortie de la zone franc et la création d'une monnaie commune dans l'intention, disait-il, de recouvrer leur souveraineté totale et de cesser d'être la vache à lait de la France. On semble au point mort de cette réflexion. L'autre écueil qu'il faut absolument soulever, c'est l'absence de perspective dans la question du retour à l'ordre constitutionnel. Il faudrait pouvoir poser calmement cette question parce que depuis des mois, on a quand même vu que la critique politique au sein des pays de l'AES devient risquée. Faut-il, au nom d'un combat pour la souveraineté, tolérer des violations des droits de l'homme et la répression des opposants? Faut-il tolérer des arrestations, des enlèvements, des séquestrations, des disparitions forcées, des conscriptions
inscriptions forcées ou des menaces envers les familles des voix critiques. Que ce soit au Niger, au Burkina Faso ou au Mali, on ne compte plus les journalistes, les opposants qui se sont totalement volatilisés, comme récemment au Mali, Nabi Ibrahim Togola, le président du parti Nouvelle Vision pour le Mali, qui est à ce jour introuvable. Est-ce là la conception de la démocratie? Est-ce là notre conception de la démocratie? Saluer les bonnes initiatives de l'AES ne devrait pas, à mon sens, nous empêcher d'être plus exigeants sur les questions de droit en termes de pluralisme notamment, qui ont été souvent conquis dans le sang. Merci Fabrice. Merci Théophile. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.